Épisode un petit peu spécial aujourd'hui, on va parler du temps évidemment, mais surtout du temps qui passe et qu'est-ce qu'on va laisser comme trace ensuite. C'est ça qui va être important. Vous allez voir qu'il y a un paradoxe. Parce qu'on est dans une société la plus documentée aujourd'hui et pourtant on risque de ne rien laisser comme trace euh, parce que le temps qui passe a aussi une incidence sur les différents supports sur lesquels on va stocker euh, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a pensé, etc., etc. Quelque part, on va parler du temps et je vais vous faire réfléchir sur l'importance peut-être qu'a le papier aujourd'hui. C'est un épisode un petit peu différent des autres et en même temps qui pourrait être très intéressant et vous faire réfléchir sur qu'est-ce qu'on va laisser à nos futures générations. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal Dumont, on se retrouve pour un nouvel épisode de OBT et aujourd'hui, je vous l'ai dit, un épisode un peu spécial parce qu'on vit dans une époque fascinante. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, l'humanité, elle produit plus de données qu'elle n'en a produit pendant les, 5000 premières années, quelque chose comme ça, de son histoire écrite. Il y a des milliards de photos, de messages, de vidéos, de posts, de documents aujourd'hui qui sont disponibles, évidemment. Il y a quasiment chaque moment de notre vie qui est capturé, qui est partagé, qui est stocké. Et pourtant, dans 200 ans, les historiens qui essaieront de comprendre en fait notre époque pourraient se retrouver face à un vide par un manque d'informations. Et c'est ça le paradoxe. Mais parce que les supports sur lesquels nous les avons stockés auront certainement disparu, auront muté ou seront devenus illisibles. Et c'est vraiment ça, ce qu'on appelle le grand paradoxe de notre génération, c'est qu'on est des humains les plus documentés de l'histoire, et pourtant nous risquons de presque rien laisser. Alors ce paradoxe de l'abondance numérique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a jamais autant produit, on n'a jamais autant perdu également. Je suis certain que tous ceux qui écrivent du contenu sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez perdu des milliers de posts que vous avez écrits. Sauf si vous les aviez quelque part copiés-collés sur un document Word, etc. Ou sur un Google Sheet, quelque chose comme ça. Là, vous pouvez éventuellement les retrouver, mais sinon, ça peut être très très compliqué. Les réseaux sociaux, ils débordent. Les serveurs, ça tourne sans relâche. Chaque repas, on va le photographier, on va prendre une photo du truc qu'on a pris au restaurant, etc. Chaque opinion, elle est publiée. Chaque souvenir, c'est sauvegardé dans un cloud quelque part. Mais on oublie qu'un document numérique, en fait, c'est pas un document. C'est simplement une dépendance. Alors, je pars de ce postulat-là, parce que moi, c'est quelque chose que je ressens, en tout cas. Vous n'êtes pas forcé de partager, évidemment, mon opinion. Je vous invite juste à réfléchir là-dessus. Pourquoi c'est une dépendance, un document numérique? Parce qu'il dépend d'un format, il dépend d'un logiciel, d'un système d'exploitation, d'un matériel, en fait, pour le lire. Ou alors, derrière, du coup, d'une entreprise pour maintenir ce système à jour. Et du coup, quand un de ces maillons disparaît, le document, il disparaît avec lui. Est-ce que vous avez déjà essayé d'ouvrir un fichier Word des années 95, par exemple? Ou une disquette? Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu des disquettes, les CD aussi. Ces formats, ils ont quoi? Ils ont 20 ans à peine? Et des fois, ils sont déjà illisibles. Même sur les anciennes clés USB, etc. Et le papier, lui, ce qui est marrant, c'est que parfois, il a même 500 ans, même plus. Et on lit encore des choses sur les papyrus, etc., de l'Égypte antique. Donc imaginez, il y a des trucs qui ont plus de 2000 ans. Et nous, un document qui a 20 ans n'est plus capable de le lire. Vous allez, je sais pas moi, à Bayeux, avec la tapisserie de Guillaume le Conquérant, etc., on peut voir quelque chose. Même sur les grottes de Lascaux, on peut voir des choses. Et nous, avec des disquettes, avec des vieux Word, etc., des années 90, c'est compliqué. Même essayer de jouer à un jeu sur votre ordinateur aujourd'hui, les jeux qu'on avait sur les années 90. Alors moi, je suis né en 1982, donc forcément, ça me parle. Peut-être que les plus jeunes aujourd'hui, ça leur paraît complètement aberrant ce que je dis.
Mais c'est simplement pour vous prendre conscience qu'en fait, un truc qui a 20 ans aujourd'hui est obsolète. Et on le voit avec les différents téléphones, les mises à jour, les machins, etc. Au bout de 2-3 ans, le téléphone, il peut être obsolète parce qu'il n'y a pas le bon système d'exploitation, etc. Et on appelle ça le Digital Dark Age. C'est un des fondateurs d'Internet et vice-président de Google à l'époque qui a utilisé cette expression qui s'appelle Vint Cerf. Et dès 2015, il a alerté sur le fait que nos données numériques risquent de disparaître à une vitesse bien supérieure à ce qu'on imagine. Et du coup, ça va laisser quelque part un trou noir dans la mémoire collective et de l'humanité. Il y a d'autres historiens aussi, comme Rosenzweig, qui lui aussi avait tiré la sonnette d'alarme dans un bouquin qui s'appelle Scarcity or Abundance, excusez-moi pour mon super accent anglais, et qui justement souligne ce paradoxe complètement incroyable. Les civilisations anciennes, elles nous ont laissé des tablettes d'argile vieilles de 5000 ans, des fresques, des manuscrits, des pierres gravées. Et la civilisation numérique, elle stocke sur tous les supports dont la durée de vie a une moyenne entre 10 et 30 ans. Vous vous rendez compte quand même. Juste pour faire une comparaison, une tablette sumérienne qui a traversé 5 millénaires, ok, on peut encore la lire. Une clé USB, en moyenne, elle tient 10 ans dans un tiroir. Et donc, il y a une sorte d'obsolescence programmée de la mémoire, en fait. Il y a une obsolescence des formats. Et ils sont bien plus rapides qu'on le croit. Donc je pense que vous avez compris un petit peu ici la démonstration. C'est pareil, si on parle... vous vous rappelez le format qui s'appelait Flash, enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez au début des années 2000. Et en fait, ça a complètement disparu, puisque Adobe a complètement abandonné le support. Donc vous voyez, il y a juste des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je pense que le papier aujourd'hui, il a encore toute sa place. Et ce que je vous dis là, c'est qu'un début, parce que les plateformes, elles ferment, les entreprises, elles font faillite, les formats, ils évoluent, et personne, en fait, n'a vraiment en charge de préserver tout ça. Aujourd'hui, on dit dans les mairies, dans toutes les institutions, il faut numériser, etc. Mais qu'est-ce qui va nous rester en vrai si à un moment donné, il y a un souci? Qu'est-ce qui va nous rester si on peut plus lire les numérisations, je sais pas moi, de tous les cadastres, de tous les trucs comme ça? Est-ce qu'il y a une sauvegarde papier quelque part? Peut-être, je sais pas, concernant les institutions. Mais moi, par exemple, la dernière fois avec les enfants, c'était marrant, j'ai retrouvé mes bulletins de notes de ma 6e, ma 5e, ma 4e, ma 3e, même ma seconde, ma première aussi. J'ai tout retrouvé. Et eux, leurs fichiers, leurs notes, ils ont pas assez tout numérisé. Et j'ai plus, moi, tout ça. C'est sur les trucs de Pronote, de École Directe, des machins comme ça. Et eux, ils pourront même pas montrer à leurs enfants, regardez les appréciations que j'avais. Et ce qu'il faudrait qu'on fasse, nous, parents, aujourd'hui, en fait, c'est que moi, j'imprime ce qui a été dit. J'imprime au moins pour avoir une trace. Et qu'ils pourront montrer à leurs enfants, etc. Et alors, c'est une trace numérique, même si je l'imprime, ce ne sera pas écrit manuscrit, mais il y aura quelque chose. Et je trouve ça tellement dommage, tellement frustrant. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est un truc sur le temps. C'est l'obsolescence comme ça. C'est incroyable de rien pouvoir laisser. Je me suis dit, mais si moi je suis grand-père, que je peux pas montrer les photos quand les enfants qui sont peut-être devenus parents, j'en sais rien, on pourra plus remontrer tout ça. Et je trouve ça tellement dommage. Et donc je me suis dit, allez, je repars sur les impressions, et là je suis en train de trier mes photos, et je suis en train de regrouper l'ensemble du contenu que j'ai créé sur LinkedIn, sur mes différents réseaux sociaux, pour y imprimer un jour, en fait. Et c'est pour ça que j'écris des bouquins aussi. Même s'il y a des bouquins qui se vendent pas du tout, ou très peu, même si je fais de l'auto-édition sur certains trucs, c'est parce qu'au moins il y a une trace qui reste, il y a quelque chose que je pourrais montrer, qui est palpable. Et donc, je pense vraiment qu'il y a un besoin universel de laisser une empreinte. C'est pas anodin, en fait, que cette question, quelque part, elle nous touche, en tout cas, moi, elle me touche. Il y a ce besoin de laisser une trace, c'est un des besoins psychologiques les plus fondamentaux de l'être humain. En fait, parce que nos comportements sont motivés par une peur inconsciente qui est la mort et le néant, du coup. Et si on peut pas y répondre, l'être humain, il va chercher à créer quelque chose qui va lui survivre. Pourquoi moi j'ai cherché à tout prix à faire éditer mes bandes dessinées
pour que je laisse une trace à un moment donné, pas pour qu'on se rappelle de moi, ouais, il est trop fort, etc., mais pour qu'il y ait une trace de l'histoire que j'ai écrite, en fait, de la bande dessinée. Il y en a chez eux qui ont mes bandes dessinées. Et donc, à un moment donné, elle va passer de main en main. Il y a quelqu'un qui a peut-être la retrouver dans un vide-grenier, j'en sais rien, ou même dans une cave, peu importe. Le bouquin, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Et on appelle ça une sorte d'immortalité symbolique. C'est pour ça qu'écrire un livre, construire une maison, planter un arbre, graver son nom dans une pierre, tous ces gestes millénaires, ça répond tous un peu à la même pulsion profonde qui est exister au-delà de soi. Alors, je conçois hein, que cet épisode sur OBT, là, on parle du temps, mais dans une réflexion un peu plus philosophique. Mais c'est quand même intéressant de se poser cette question-là, parce qu'on est toujours à l'optimiser, le temps, etc. Et si on essaie aussi de faire perdurer, mais dans le temps, justement. Et donc nous, notre génération, pour la première fois, elle croit pouvoir satisfaire ce besoin à l'infini, en fait, grâce au numérique, avec des millions de photos, des archives de messages, des vidéos de chaque moment important, mais en fait, c'est une illusion. C'est une illusion d'une mémoire qui est totale. Et je dirais même, c'est une illusion d'une mémoire qui est éternelle. Et donc, c'est ça, ce paradoxe de l'hypermnésie numérique. Plus on va externaliser la mémoire, moins on va l'intégrer, on va plus photographier, on va plutôt photographier l'instant au lieu de le vivre, si vous voulez. Plein de fois, je vois les gens, ils regardent, mais en même temps, ils filment, ils prennent les photos, mais ils vivent pas l'instant. On peut prendre la photo, vivre. Non, c'est on photographie et on poste, en fait. On enregistre au lieu de ressentir, on stocke au lieu de retenir. Et c'est ça que moi je trouve dommage, et dans le temps, c'est tellement préjudiciable, je trouve, pour les générations futures, et de savoir quelle trace nous on va laisser, notre civilisation va laisser. Et c'est pour ça que je vous invite, en tout cas, à prendre le temps, pour le coup, d'y réfléchir, et de commencer à écrire, d'imprimer ce que vous faites, d'imprimer les photos. Moi, ça fait je sais pas combien d'années que j'ai plus d'albums photos, entre guillemets, et ben j'ai décidé de réimprimer des photos. Parce que quand je parle avec ma grand-mère qui a 101 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais cette année elle a 101 ans, la première chose que je fais, c'est que je lui envoie des photos. Et pas par téléphone, mais j'imprime les photos et je lui envoie par la poste. Et elle adore ça. Et c'est un temps, pour elle, elle peut regarder autant de fois qu'elle le veut. C'est pour ça que c'est super important. Et je me mets à sa place. Moi, si un jour j'ai 101 ans, eh ben, je serais content d'avoir du papier, de pouvoir relire et relire et relire sans me dire « Ah bah ça va être altéré, ça va être obsolète ». Et vraiment, c'est les supports physiques qui ont permis la transmission de la mémoire collective à travers les différents âges. Les manuscrits du Moyen-Âge. Là, je travaille avec une librairie à Bordeaux qui s'appelle Librairie Histoire et Société, et je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil sur le site internet, c'est top. Il y a plein d'anciens livres, de livres anciens. Ça part du 15e siècle, ça va jusqu'au 19e siècle. Et donc j'ai refait une partie du site, on a travaillé dessus, et c'est ça qui m'a fait aussi prendre conscience, de dire putain mais c'est incroyable, on lit des bouquins du Moyen-Âge, des bouquins du 15e siècle, des bouquins du 16e siècle, c'est incroyable. Et ces documents, ils ont survécu parce qu'ils étaient sur papier. Parce que le papier, il n'a pas besoin d'électricité, il n'a pas besoin de logiciel, il n'a pas besoin de mots de passe, ni d'abonnement pour être lu en fait. Nous, nos emails de 2005, ils ont déjà disparu. Mes emails de 2000, je sais plus, j'avais Caramel, j'en ai plus un, j'ai plus de traces de tout ce qui est écrit. Et ça me saoule. Et vous voyez là, par exemple, je suis en train de regrouper aussi toutes les newsletters que j'ai envoyées. Et je pense que je vais en faire un bouquin à un moment donné. Il va y avoir quelque chose qui va être imprimé. Parce que je veux que mes enfants ils puissent voir ce que j'ai écrit, je veux qu'ils essayent de comprendre aussi comment je travaille, etc. Et puis peut-être qu'ils le passeront à d'autres générations, à d'autres personnes. Donc je sais que, alors je suis pas dans le secret, mais qu'il y a des chercheurs, des archivistes, des bibliothécaires qui essayent de travailler activement, en tout cas, là-dessus. De comment faire pour sauvegarder tout ça. Il y a la BNF notamment, qui est la Bibliothèque nationale de France, qui pratique le dépôt légal numérique depuis 2006, mais qui reconnaît elle-même qu'il y a des limites à l'exercice face à l'évolution constante des formats.
Oui, là, nous, on les impôts, les machins, etc. Donc voilà, ça c'était juste pour vous mettre un petit peu en réflexion par rapport à ça. Et je vais vous expliquer pourquoi imprimer, écrire et publier du coup sur papier, c'est pas nostalgique, c'est plutôt même stratégique. Parce que le papier, il va battre le pixel sur le long terme. Un livre imprimé sur papier, ça peut durer 500 à 1000 ans, dans de bonnes conditions évidemment. Un papier ordinaire, on va dire, c'est 100 à 200 ans. Oui, il y a des papiers sans acide, etc. Mais sinon, un papier ordinaire, 100 à 200 ans. Un fichier numérique sans migration régulière vers des nouveaux formats, c'est 10-30 ans, je vous l'ai dit, dans le meilleur des cas. Donc la hiérarchie est totalement claire, et pourtant, on m'a continué de tout confier au numérique en pensant que c'est plus sûr, ce qui est totalement faux. Donc ce que vous pouvez faire concrètement, c'est pas une question de nostalgie ou de méfiance envers la technologie. Hein. Moi, c'est pas un problème. C'est juste une question de stratégie mémorielle par rapport au temps. Donc voilà, grosso modo, moi, ce que j'essaie de vous dire. Donc, imprimez vos photos. Celles qui comptent vraiment. Un album photo, comme ça, qui est physique, ça va traverser les générations. Alors qu'un disque dur, c'est beaucoup plus compliqué. Écrivez dans un journal, même si c'est irrégulier. Et dans 50 ans, ce journal, il vaudra infiniment plus que 10 ans d'archives Instagram. Et moi, j'ai retrouvé, quand j'ai publié mon recueil de textes, en 2023 de mémoire, j'ai retrouvé des textes que j'avais écrits en 1999, donc quand j'étais encore au lycée. Manuscrits, etc. Mais c'est incroyable. Et j'avais d'autres textes qui sont sur des disquettes que j'ai pas encore pu relire. Vous voyez Mais ça, c'est dommage. Publiez des livres, imprimez des textes importants, écrivez des lettres à vos enfants, à vos proches, à vous-même aussi, pourquoi pas. Une lettre manuscrite, c'est un des documents les plus précieux qui existent. Et les historiens, ils le savent. Les descendants qui en retrouvent aussi dans un grenier. Moi, je me rappelle quand mon grand-père est mort, il était notaire. Et il y a toute une... Dans son étude, en fait, il y a des papiers, mais c'est écrit... Il y a même des archives qui datent d'avant mon grand-père. La façon dont c'est écrit, c'est tout manuscrit. J'en ai récupéré quelques-uns, mais c'est incroyable, c'est génial. Et c'est ça la mémoire, en fait, du temps qui passe, en fait. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que vous voulez laisser ? Au fond, c'est une question philosophique autant que pratique. Qu'est-ce qui mérite de traverser le temps ? Qu'est-ce que vous voudrez que vos petits-enfants sachent de vous, ou vos petits-enfants, vos proches, peu importe, de votre époque ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez traversé ? Et je pense que ces réponses-là, on va dire, elles méritent une réponse matérielle et pas forcément un dossier dans un cloud. Voilà grosso modo un petit peu là où je voulais en venir. J'ai ouvert une porte là-dessus, peut-être que c'est un sujet qui vous intéressera. Moi je sais que voilà, je suis assez sensible à ça. Et donc, si je voulais conclure un peu cet épisode, notre génération, je pense, elle est face à un paradoxe incroyable, c'est que jamais l'humanité n'a jamais autant produit, documenté, archivé, et pourtant, la transmission vers les générations futures n'a jamais été aussi incertaine. Et les civilisations qui nous ont précédées ont gravé dans la pierre, ont couché les choses sur le parchemin, ont imprimé sur papier. Elles ont laissé leurs traces à travers des siècles, et les nôtres de traces tiennent sur des serveurs qui sont loués à des entreprises qui peuvent faire faillite, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent d'ailleurs, des données, sur des formats qui deviennent obsolètes tous les 10-15 ans, sur des plateformes dont les conditions générales prévoient explicitement qu'elles peuvent tout effacer. Regardez MySpace. Rappelez-vous de MySpace, les plus anciens. Donc c'est pas évidemment une raison de désespérer, c'est une raison d'agir en tout cas pour moi je pense. Donc imprimer, écrire, publier, matérialiser ce qui compte, pas par nostalgie du papier, mais par respect de ce que vous voulez laisser derrière vous, parce que la vraie mémoire ne se stocke pas dans un cloud, elle se transmet de main en main. Voilà ce que j'avais envie aujourd'hui de défendre, en tout cas. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était Pascal Dumont, et évidemment, si vous voulez aller plus loin, si on reparle vraiment de gestion du temps en tant que tel, il y a le système timer, c'est vraiment la formation qu'il vous faut. Si vous voulez vous faire accompagner et mettre en place des actions qui vont être concrètes, adaptées à votre réalité, parce que dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps, comment y faire face pour retrouver enfin de la sérénité et du temps avec vos proches. Et vous voyez, on parle souvent de passer du temps avec ses proches, mais le fait de laisser des traces, de documents, des lettres, comme on faisait un petit peu à l'époque avec les... Alors moi, ce que je faisais avec mes amoureuses, on s'envoyait des lettres pendant les vacances, etc. Eh ben, ça crée quelque chose.
beaucoup plus personnel. Il y a un feeling comme ça. En tout cas, bref, si vous voulez connaître un petit peu cette relation que vous avez au temps, bien gérer l'ensemble, il y a mon système timer, il y a également la formation gestion du temps sur Annecy qui est partout en France, etc. Également, je me déplace, il n'y a pas de souci, via mon organisme de formation. Bref, vous savez tout, vous le savez. Pensez à vous abonner au podcast. Ça nous fait grand plaisir si vous le faites. Et puis évidemment, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!